NFT Business, c'est le podcast qui parle de NFT, mais surtout de la façon dont ils vont impacter votre business. Notre podcast vous aide à comprendre les défis et à saisir les opportunités, car oui, ce nouveau monde a besoin d'entrepreneurs comme vous. Nos invités sont des bâtisseurs, ceux qui construisent les entreprises de demain. Je suis Claudia Lema, experte en transformation des médias, et je présente ce podcast avec Benjamin Boutins-Spark, artiste et consultant NFT. Et nous recevons aujourd'hui Salvatore Provenzano, qui est business developer chez Settlemint, une société active non seulement dans les NFT, mais d'une manière plus large dans la technologie blockchain. Cette société propose des solutions d'intégration blockchain très faciles à poser, un peu comme des Lego. Mais ça, Salvatore va nous l'expliquer. Et on se demande si c'est pas la première pierre à l'édifice pour faciliter l'intégration de cette technologie dans les entreprises, justement. Oui, en effet, parce que nous, tous les jours, on est confrontés à des entreprises qui ont l'inquiétude de l'aspect technique et de l'aspect intégration, justement. Et donc, quand on a entendu parler de toi, on s'est dit, enfin, ça, c'est la solution à tous les problèmes, enfin, presque. Donc, Salvatore, je pense que ce qui serait chouette pour les auditeurs, c'est que tu te présentes en 2 mots et surtout que tu nous expliques comment tu es tombé dans l'univers de la blockchain. Voilà. Super. D'abord, bonjour à tous les auditeurs. Alors, pour expliquer en 2 mots mon parcours, j'ai un background commercial, donc des études de commerce. Par la suite, j'ai travaillé pour une société qui s'appelait Odoo dans le monde de l'ERP, qui était une boîte qui a grandi énormément avec beaucoup de croissance. J'ai eu plusieurs rôles, mais notamment un de développement commercial en Asie. Donc, j'ai été ouvrir la filiale Odoo à Hong Kong. Et donc vraiment, je dirais mon profil est un profil pour scaler les entreprises de manière générale. Et puis je suis tombé dans le monde de la blockchain pour répondre à ta question. En fait, disons que le choix de mon orientation professionnelle se fait sur, je dirais, le choix de solutions qui ont un impact sur la société, sur les business en général. Et je pense que pour moi, la technologie qui va avoir un énorme impact sur la société et sur toutes les sociétés, sur toutes les entreprises en général, dans les années à venir, est la blockchain. D'où mon choix de société avec Settlemint. Oui. Alors, c'est très intéressant. Donc, j'ai vu qu'en fait, vous utilisiez le mot low code. Ça nous a vraiment interpellés. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients pour une entreprise et surtout, qu'est-ce que c'est le low code dans le domaine de la blockchain? Alors, low code, concrètement, on va dire, comme le nom l'indique, c'est peu de code. Donc, l'idée, c'est en gros que n'importe qui puisse très facilement construire un outil sans nécessairement utiliser des développeurs. Donc, pour prendre des exemples très concrets qui sont peut-être plus parlants que la blockchain, beaucoup d'auditeurs, à mon avis, connaîtront tels que Wix de la construction de sites web. Mais ce sont des solutions low code. Pourquoi? Parce que ça permet en quelques clics, simplement draguer, dropper des blocs plutôt que d'avoir un développeur HTML qui va coder de zéro. Tu parlais c'est un petit peu le même principe pour cette... Je t'interromps parce qu'il y a eu une interruption de réseau, donc on a entendu Wix, ça c'est connu, et tu parlais de WordPress, c'est ça, les intégrateurs de sites web, les aides à la création de sites web qui sont ultra simples à prendre en main. C'est ça. Okay. Oui, tout à fait. Donc c'est ça, vraiment dans l'idée, c'est de pouvoir, plutôt que de partir de zéro, comme je disais, avec un développeur qui doit développer toute la page, avoir déjà des templates, des blocs qui permettent de draguer et dropper certains blocs de site web, et donc très facilement d'avoir son site qui est prêt à l'emploi. Et donc pour ce que je disais par rapport à Settlemint, c'est que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que Settlemint propose une solution BPaaS, blockchain platform as a service, qui permet en quelques clics de déployer son réseau, d'aller se connecter à la blockchain, et très rapidement, sans vraiment un besoin extrême de développeurs, de commencer à utiliser les avantages de la blockchain dans ses opérations. Ok. Et donc du coup, ce sont des blockchains privées ou vous construisez une blockchain privée au sein d'une entreprise ou ça sert à connecter l'entreprise à une blockchain publique? Alors les deux, ça dépendra un petit peu du use case. Il y a des use cases typiquement bancaires où là ils ont besoin de blockchain privée parce qu'ils peuvent pas se permettre de mettre les données sur une blockchain publique. Et on a aussi d'autres sociétés qui ont des use cases où la blockchain utilisée elle est une blockchain publique. Alors nous on a un certain nombre de blockchains, on va dire qui sont disponibles dans notre outil. On travaille évidemment beaucoup avec Ethereum privé ou public.
On a aussi Tezos, on a Avalanche et Binance Smart Chain. Puis on a aussi plus privatives, Corda et Hyperledger Fabric. Ah oui, donc ça c'est un listing. Ça c'est les plus grosses blockchains du marché aujourd'hui qui sont disponibles. En fait, oui, que ce soit Tezos, Avalanche, Ethereum, c'est les infrastructures les plus sérieuses finalement que vous proposez. Mais j'aimerais juste revenir sur le low-code et les blocs, donc les Lego en fait. On parlait précédemment, quand on t'a parlé de toi, on a parlé d'une blockchain qu'on pouvait construire en Lego, comme un jeu de Lego finalement. Mais c'est-à-dire qu'en fait c'est l'équivalent des widgets dans WordPress, c'est-à-dire qu'on additionne des modules en drag and drop avec, selon ses besoins, on change ce qu'il y a dans les modules, etc. Donc c'est hyper user-friendly, en fait, c'est ça l'idée. Tout à fait. Alors peut-être pour prendre un exemple très très concret qui va parler, aujourd'hui en utilisant la solution Settlemint, plutôt que de développer ce qu'on appelle un smart contract, donc un contrat intelligent de zéro, où un développeur va commencer de zéro et définir ce que le smart contract va faire, on va avoir un ensemble de templates qui ont déjà été pré-créés, je dirais, par Settlemint, qu'on va pouvoir réutiliser. Donc un petit peu de la même manière qu'on réutilise donc des templates de smart contract, si je comprends bien. C'est ça. Okay. Des templates de smart contract. Donc on a un ensemble de templates de smart contract dans le supply chain, dans les NFT, dans différents use cases qu'on a déjà pu réaliser pour certains clients. Ok, d'accord. Rappelons que le smart contract, c'est le bout de code informatique qui tourne sur la blockchain et qui permet de coder soit des NFT, soit des protocoles en fait, de gouvernance sur les blockchains, c'est ça Tout à fait. Donc les smart contracts, il faut vraiment les voir comme des contrats qui vont se réaliser tout seuls en fonction des règles qu'on a codées au préalable. Oui, tout à fait. Et pour que je comprenne bien, donc imaginons dans une entreprise, ils veulent faire un site, ils payent un abonnement WordPress, ils choisissent leur template, ils font leur site. Ils ont des compétences en interne, mais non pas des développeurs. Dans ce cas-ci, est-ce que l'entreprise doit intégrer des compétences, et si oui, quel genre de compétences? Est-ce qu'ils ont besoin de développeurs Solidity? Est-ce qu'ils ont besoin ou pas? Et quel est votre rôle? Jusqu'où vous les accompagnez là-dedans, en fait? Alors je dirais qu'il y a plusieurs options possibles. Une première option, évidemment, c'est de nous laisser tout faire, mais c'est pas vraiment notre métier. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire, on va dire. Nous, on a plutôt une méthodologie train de trainer. Donc, on va former des gens en interne au sein du client qui vont prendre la solution en main, et on va les former à la fois sur les bases blockchain, je dirais, donc les concepts de base, sur notre solution et sur la construction de leur use case, donc construction de leur utilisation du blockchain. Une autre possibilité, c'est de passer par nos partenaires. Et donc là, c'est nos partenaires qui, eux, ont déjà les compétences en interne, qui vont s'occuper, on va dire, de la réalisation du projet, du déploiement du projet, de l'intégration du projet. Et aussi, malgré tout, essayer de former le client final pour qu'il puisse prendre sa solution en main, donc pour qu'il garde quand même une certaine gestion de sa solution. Oui, mais ça a l'air facile la façon dont tu l'exprimes, mais j'imagine qu'une société qui veut injecter de la blockchain dans ses process ou qui veut développer de nouveaux business sur base de la blockchain, j'imagine qu'il n'y a pas que les compétences techniques, c'est toute la boîte qui shift et qui doit aller vers du nouvel apprentissage. Donc j'imagine que c'est vraiment une transformation globale. Alors tout dépend évidemment de à quel niveau et à quel point on veut intégrer la blockchain dans les opérations. Mais donc là, c'est une des raisons principales pour laquelle Settlemint a été créé. En fait, c'est effectivement pour intégrer la blockchain dans les opérations. Il y a un ensemble de challenges et de complexités qui se répètent, notamment le besoin en développeurs, notamment le besoin d'intégration, notamment la partie scalability, donc le fait d'inviter des gens dans l'écosystème. Et donc c'est en suivant les différentes étapes de bypass, donc de notre produit Settlemint, on règle tous ces problèmes en quelques clics, donc d'une manière assez facile. Donc l'objectif vraiment de Settlemint est de faciliter cette mise en production et de faciliter d'une manière générale l'accès à la blockchain. Oui, mais justement, je vous laisse te demander quel type d'entreprise aujourd'hui viennent te voir, parce qu'il faut avoir vraiment un esprit d'innovation, un esprit conquérant, un esprit même très curieux pour se dire ok, la blockchain c'est pour moi, c'est maintenant pour mon entreprise. Quel type donc d'entreprise viennent te voir et comment ils t'approchent? Est-ce qu'ils ont une idée, un cahier des charges précis, ou est-ce qu'ils te disent on a envie, mais aidez-nous à bâtir un cahier des charges? Comment ça se passe? Alors c'est une très bonne question. La complexité évidemment dans la blockchain, c'est de effectivement savoir à qui ça s'adresse. C'est-à-dire que c'est une technologie qui globalement peut s'adresser à n'importe quelle société. Donc pour répondre un petit peu à ta question, alors nos clients en général
ne viennent pas avec un besoin blockchain, ils viennent avec une problématique à régler, et nous on propose des solutions, nous ou nos partenaires proposent des solutions, et derrière cette solution, il y a un outil blockchain qui est mis en place. Mais est-ce que alors, non, j'allais te demander un exemple concret en fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais arriver aux exemples très concrets. Je pense que ici, nous en fait, donc comme je disais, on a un nombre élevé de use cases possibles. Mais si je dois donner 2 ou 3 catégories de clients, on a toutes les catégories de clients dans le supply chain. Donc tout ce qui est track and trace, hein, donc pour être encore une fois très concret, la possibilité de savoir, on a un produit dans ses mains, quelles sont toutes les étapes qui ont été réalisées pour que ce produit arrive ici, quels sont les composants du produit, etc. Donc tout ce qui est track and trace. Et deuxième catégorie, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle asset tokenization, donc la possibilité de mettre en ligne ou de digitaliser un bien réel, mais de le digitaliser et puis d'en faire quelque chose de manière digitale. Et là, on trouve aussi évidemment la catégorie des NFT, qui est une des catégories. Donc là, on parle plutôt de le use case le plus courant, je veux dire, c'est l'art digital avec les NFT. Donc mettre une image en ligne avec un certificat d'authenticité et de possession, on va dire, derrière le NFT. Ah, mais donc ça, c'est des business de plateforme NFT qui peuvent aussi venir vous voir et dire on veut monter une plateforme NFT artistique ou création digitale. Et là, vous assurez effectivement tout le backup qui permet de la créer, c'est ça? Tout à fait. Alors nous, on peut, en fait, il faut vraiment nous voir comme, j'aime bien prendre toujours l'analogie de la construction d'une maison. Si on part dans la construction de maison, disons que nous, on est les briques pour construire la maison. Après, est-ce que vous allez faire de la maison? Est-ce que ça va être une maison, un appartement, un hôtel? C'est libre au client de le faire. Donc, au même titre qu'un client qui construit une plateforme NFT pourrait utiliser notre solution, un client qui veut simplement créer ses NFT et les publier, par exemple, sur des plateformes type OpenSea, pourrait aussi utiliser notre solution. Donc, on est vraiment l'outil pour l'accès à la blockchain d'une manière générale. Ouais, mais j'imagine qu'il y a aussi plein de cas où la blockchain n'est pas forcément la solution. Donc dans ce cas-là, ça se passe comment? Les gens viennent vous voir, parce que en fait, quand tu dis ils viennent pas forcément avec une problématique ou une demande blockchain, mais quand on arrive chez vous, vous faites de la blockchain. Donc ça veut dire que quelque part le lien à travers le besoin a déjà été un peu fait, ou en tout cas on croit qu'il est fait. Mais donc toi, tu nous expliquais avant que parfois tu peux expliquer aux clients, aux entreprises qui viennent, que la blockchain n'est pas forcément la réponse à votre besoin. Et parfois une bonne base de données bien distribuée, ça peut aussi le faire, quoi. Tout à fait. Alors je pense qu'il y a des questions. En fait, on a une sorte de petit schéma qu'on a dessiné qui s'appelle le decision tree, qui permet de poser quelques questions aux clients sur blockchain est vraiment la technologie qu'il vous faut pour régler ce problème-là. Alors pour répondre à votre question, quand est-ce que la blockchain a vraiment un intérêt? En fait, la blockchain a un intérêt quand il y a un échange de valeur entre plusieurs parties, hein, donc c'est un sport d'équipe, on va dire. La blockchain, ça n'a pas de sens si c'est vraiment une seule entité qui est impliquée dans le process. Il faut qu'il y ait une absence de confiance entre les différentes parties, et c'est d'ailleurs c'est la blockchain qui va amener, on va dire, cette confiance-là. Et il faut aussi, l'idée c'est d'éliminer, on va dire, les intermédiaires, les intermédiaires qui vont régir ces relations-là. S'il y a un intermédiaire qui est possible, qui est un tiers qui peut jouer ce rôle-là, en fait, la blockchain n'a pas d'intérêt. L'objectif de la blockchain, c'est justement de supprimer l'intermédiaire qui va régir les relations et d'instaurer une confiance, parce que tout est enregistré sur ce registre de données partagées. Oui, parce qu'on parle beaucoup, dans la presse depuis quelques temps, on parle de cette blockchain Aura, qui est la blockchain du luxe, qui a été construite par LVMH et qui inclut le plus grand concurrent d'LVMH, qui est le groupe Richemont, pour faire une blockchain du luxe. Et effectivement, tu parlais de confiance, et c'est ça le mot-clé. Et on se dit, la blockchain, elle ne marche vraiment bien, elle n'a de sens que si elle devient le tiers de confiance distribué et partagé par toute l'industrie, y compris ses propres concurrents. Donc en fait, j'imagine que même vous, chez Settlemint, parfois vous devez conseiller vos entreprises, vos clients, de se rapprocher même des concurrents qu'ils ont pour faire une blockchain par secteur, en fait. Consensus, en fait. Un consensus, oui. Oui. Tout à fait. Donc il y a vraiment cette notion de consortium, hein, donc d'écosystème. Hein. Je pense que c'est là où la blockchain a aussi sa force. C'est la construction d'écosystèmes, l'échange de données. Je vais peut-être rester sur du très concret. Une fois, comme ça les auditeurs ont une bonne illustration. On a un projet qu'on a réalisé dans le secteur chimique.
où en fait plusieurs laboratoires font des recherches. Ces recherches coûtent de l'argent à tous les laboratoires, et donc ils ont préféré, plutôt que chaque laboratoire fasse des recherches de manière indépendante, travailler un petit peu dans son coin. Ils ont mis en place un système où un laboratoire va faire une recherche, va avoir des résultats, et va ensuite le mettre sur une plateforme d'échange blockchain, donc ces résultats-là, et va le monétiser. Donc ça va permettre, évidemment, il y a un côté où on va donner un petit peu nos résultats et le fruit de notre travail à d'autres laboratoires, mais d'un autre côté, ça permet de monétiser plutôt que de garder pour soi. Et donc on retrouve cette notion d'écosystème et de volonté de partage de données, partage d'informations entre des acteurs qui ne se font pas nécessairement confiance et qui ne sont pas, je dirais dans un premier temps, amenés à réellement collaborer. Oui, et ça suscite l'intelligence collective dans ce cas-là, puisqu'en fait, en partageant son savoir, on suscite la collaboration dans la recherche, en fait. Tout à fait, ça permet, je dirais, d'aller plus loin, plus vite. Ça permet d'éviter la redondance aussi de certaines actions, et ça permet, comme je disais aussi, d'éviter souvent le problème quand il y a un tiers. Donc je parlais de sociétés tiers qui régit un petit peu les interactions entre les échanges entre plusieurs entités. Le problème d'avoir un tiers comme cela, c'est que ça peut ralentir le process d'une manière générale. Oui, si je prends l'exemple des paiements, par exemple, avec les banques. Les banques, je pense que c'est un des secteurs auxquels la blockchain s'attaque, entre guillemets. Pourquoi ? Parce que pour faire un paiement d'un pays à l'autre, aujourd'hui, on ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas combien de temps ça va mettre, on ne sait même pas réellement si ça va pas être bouncé, donc voilà, on ne sait même pas si le paiement va arriver. Aujourd'hui, la blockchain permet de faire des paiements instantanés, de tiers à tiers, d'un bout à l'autre du monde. Et quelle que soit l'heure, oui. Justement, sur votre site, vous notez transformer les processus des métiers obsolètes. J'imagine que c'est de ça que tu fais allusion. Donc, j'allais te demander, oui, améliorer les process. Est-ce que tu as des exemples concrets de cas où vous avez amélioré les process grâce à la blockchain ? Il y en a beaucoup, mais je pense que, en tout cas, celui qui est très parlant, c'est celui que je viens de donner par rapport aux banques. On peut imaginer, pour continuer sur l'aspect concret, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive dans un nouveau pays, qui travaille et qui décide d'envoyer de l'argent à sa famille dans un autre pays. Aujourd'hui, concrètement, il a quoi comme option ? Soit de passer par une banque où il y a beaucoup de frais, où ça prend du temps. Il faut que cette personne ait aussi un compte bancaire, simplement. Je veux dire, tout le monde n'a pas accès dans le monde à un compte Exactement. bancaire. Et peut-être pas dans un nouveau pays. Personnellement, j'ai connu toutes les complexités d'ouvrir un compte bancaire à l'étranger quand on vient d'arriver dans un pays. C'est assez complexe. À côté de ça, la deuxième option, c'est passer par des entités type Western Union, qui coûtent énormément d'argent. Voilà, ça prend moins de temps, mais c'est un certain prix. Et donc, la blockchain, concrètement, n'importe qui peut assez rapidement se créer un compte sur un exchange, sur une plateforme de transaction, sur un exchange blockchain, et envoyer de l'argent en quelques minutes d'un bout à l'autre du monde. Donc, je pense que ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez parlant. Tu as raison, je rebondis sur ce que tu dis, parce qu'on a regardé, nous qui aimons un peu suivre évidemment l'actualité blockchain, on a regardé le cas du Salvador, qui le 7 septembre dernier, donc en 21, a changé sa constitution pour accepter le Bitcoin officiellement comme moyen de paiement, même pour payer ses impôts. Et donc on s'est aperçu, tu as raison, sur la bancarisation du monde. Nous, ici en Occident, on pense que tout le monde a un compte en banque, et en fait, dans le reste du monde, il y a, je crois même encore, plus de 60% de la population mondiale, c'est énorme, qui n'a pas de compte en banque, simplement, même pas un compte, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire ni de virement, ni recevoir un virement, ni etc. Tout se fait en cash. Et on sait que le cash, c'est le début de la Bérésina. Ou en troc encore certaines régions. Oui. Ouais, ou en troc, oui. Donc toi, tu dis avoir intervenu pour des banques. Donc concrètement, parce que aussi les banques, elles sont sur la sellette maintenant. Elles sont en train de se dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe avec cette finance décentralisée, avec les tokens, sur la blockchain, etc. Donc toi, tu es déjà intervenu avec une banque donc européenne, c'est ça, ou enfin occidentale en tout cas, pour commencer à intégrer de la blockchain dans leur processus. Alors oui, un exemple concret, on a travaillé avec plusieurs banques, mais notamment avec sur les alors, je réfléchis à peut-être deux exemples que je peux vous donner. Mais un premier, on a travaillé avec Standard Chartered, qui concrètement voulait faire de l'achat-vente d'actions obligations. Le fait de passer par une plateforme un petit peu plus classique
limiter, on va dire, le nombre d'échanges, le volume d'échanges et l'accessibilité en termes d'heures. Hein, donc, je dirais les heures de bureau, il faut que ce soit validé par une personne, etc. En fait, on a construit une plateforme basée sur la blockchain pour achat et vente d'obligations, et du coup qui est accessible 24 sur 24, 7 jours sur 7, et qui est instantané. Donc ça, c'est un des exemples ici on est plutôt dans l'amélioration des processus bancaires, hein, donc on garde la banque au centre, on va dire, des échanges, mais l'exemple que je donne un peu plus tôt, c'est vraiment pour, on va dire, supprimer la banque. Donc si on pourrait imaginer un monde sans banque où tout est basé sur la blockchain. Oui, en sachant très bien que ça n'arrivera pas, que c'est quand même aujourd'hui encore complexe de manipuler, d'avoir soi-même de la crypto-monnaie, d'abord d'en acheter, de la conserver, de bien la gérer, de pas se la faire voler. De la sécuriser. Et oui, tout ça est déjà complexe, donc on sait très bien qu'il y aura des tiers de confiance, mais c'est ce qu'il faut dire aux entreprises, c'est de ne pas s'inquiéter, dans le sens où on n'est pas en train de dire que beaucoup d'entreprises vont disparaître. En revanche, on est en train de dire, et toi le premier Salvatore, que les entreprises doivent évoluer de la même façon elles se sont adaptées à l'internet, mais là l'évolution est beaucoup plus importante. Elles doivent être en mutation finalement, en éveil déjà. Oui, et justement, aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, cette technologie vient répondre à des besoins du consommateur, qui a besoin évidemment d'instantanéité, mais surtout et avant tout de transparence. Et donc, moi, je voudrais bien que tu nous parles du cas du traçage de la viande Vinsot pour Carrefour. Est-ce que c'était une blockchain privée ou une blockchain publique? Et j'aime bien ce cas parce que je trouve que ça illustre plein d'autres business, toutes les chaînes de bio qui doivent assurer et rassurer leurs clients, mais aussi toutes les grandes chaînes classiques, Carrefour, Delhaize, où il y a une rupture de confiance malgré tout, puisqu'on voit que les gens aujourd'hui achètent quand même moins de viande dans les supermarchés, moins d'œufs à cause de tous ces scandales, etc. Donc je trouve que ça illustre bien, ça vient se caler à des scandales sanitaires qu'il y a eu ces dernières années. Donc ça serait chouette que tu nous en parles. Tout à fait. Mais je pense que c'est effectivement un cas très très parlant. Qui parle à beaucoup, parce qu'on a tous été touchés un petit peu par cette rupture de confiance avec on va tous au supermarché acheter notre viande ou acheter nos produits, et c'est vrai que si on peut pas faire confiance au supermarché où on va, ça crée vraiment une grosse problématique. Au niveau du projet réalisé, donc c'est un projet qui a été fait avec Carrefour, comme tu l'as très bien dit sur les viandes. On se souvient tous du scandale avec la viande de cheval qui était présente en quantité dans c'était dans des cannelloni, je crois, ou des lasagnes. Ouais, voilà, donc tout à fait. Donc il y avait des problématiques, en tout cas en termes de qualité et de garantie. Et donc concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un projet basé sur la blockchain qui permet simplement, en scannant la viande qu'on a dans ses mains, de voir toutes les étapes de cette viande avant qu'elle arrive dans nos mains. Donc de vraiment voir à la personne jusqu'au producteur, on va dire, de viande, ou à la personne qui est fournisseur, toutes les étapes de la viande jusqu'au moment où elle arrive chez Carrefour. Donc ça permet une transparence totale. Encore une fois, c'est l'avantage de la blockchain ici. Donc on est sur une blockchain publique, accessible à tous. Ça permet d'avoir des données qui ne sont pas falsifiables, d'où l'intérêt de la blockchain. Donc on ne peut pas dire oui, c'est de la viande de bœuf alors que c'est de la viande de cheval. C'est pas possible, parce qu'on voit simplement d'où provient la viande, de quel fermier, de quel fournisseur, et donc on peut vraiment traquer toutes les étapes pour que la viande arrive jusqu'au supermarché. Et là, dans ce cas-là, le client, il est arrivé chez vous en sachant déjà à l'avance que la blockchain était la réponse à son problème, ou en gros, il est arrivé chez vous comment? Avec quel besoin? Qu'est-ce qu'il attendait? Donc, il est arrivé chez nous via on va dire, il y avait 2 points. Il y avait un partenaire dans la boucle, donc un partenaire qui proposait des solutions innovantes type blockchain, mais ils savaient déjà que c'était une des possibilités, une des solutions. Et donc, quand ils ont consulté les différentes sociétés, faut savoir que aujourd'hui dans le monde, concrètement, il n'y a pas énormément de sociétés qui proposent ce qu'on propose. Et donc on va dire une chance d'avoir ça en Belgique. Mais donc disons qu'ils avaient, et c'était un petit peu les deux, ils avaient et le besoin et le conseil qui a été fait par un partenaire de se baser sur la blockchain pour répondre à cette problématique-là. Alors le pourquoi, on va dire que cette problématique reprend tout ce que la blockchain vient régler.
l'aspect transparence, l'aspect communication. Il y a tout un aspect aussi, et ça je pense que c'est important de le mentionner, de rentabilité pour Carrefour. Hein. Donc il faut bien se dire que quand il y a un scandale comme ça sur la viande, ils doivent rappeler toutes les viandes dans tous les supermarchés, dans tous les pays, enfin dans tous les pays où il y a ce produit-là, ce qui leur coûte énormément d'argent. Là où avec la blockchain, ça permet d'identifier exactement quel lot de viande entre guillemets à cette problématique-là et de rapatrier uniquement ce lot de viande-là parce que on a pu tracer sur la blockchain les différentes étapes et où était la viande. Et préciser, Salvatore, comment s'appelle NFT Business, que le NFT intervient, puisqu'en fait, le NFT, c'est le token qui est adossé à chaque lot de produits pour tracer le produit, tracer la viande, etc. C'est comme une étiquette qui est attachée, une étiquette virtuelle, dynamique, etc., qui est attachée à chaque produit. Et donc, on consulte le token pour savoir à quel moment il a été émis, où est-ce qu'il est dans la chaîne, est-ce qu'il est arrivé à bon port, etc. Tout ça, c'est via un NFT aussi. C'est via ce qu'on appelle un hash, donc qui est vraiment derrière l'identification sur la blockchain, qui encore une fois ne peut pas être modifié, d'où l'intérêt. Donc si vous modifiez n'importe quoi sur ce transfert ou sur ce changement, ça va être enregistré sur la blockchain. Donc vous allez pouvoir voir qu'il y a eu effectivement un changement, qu'il s'est passé quelque chose, d'où l'intérêt. Mais effectivement, les NFT sont basés exactement sur les mêmes bases, la même technologie. Mais Salvatore, moi je me mets à la place du consommateur et la question c'est, mais qui encode les données et à quel moment? Et qui vérifie? Alors évidemment, il faut que les données soient entre guillemets véridiques et qu'il y ait un certain encodage qui soit fait à chaque endroit, donc si je prends l'exemple de la viande, il faut qu'à chaque entrepôt ou chaque étape du fermier jusqu'à l'entrepôt, jusqu'au supermarché, il faut qu'il y ait une espèce d'encodage de données ou en tout cas quelque chose qui soit uploadé sur la blockchain. Et donc c'est chaque nœud, ce qu'on appelle des nodes, chaque nœud qui va encoder ces données sur la blockchain. Donc il y a un nœud présent à chaque étape du processus de transport de viande. Ok. Et ça a été fait sur quelle blockchain? Ça a été fait sur Ethereum. Ethereum, ok. Et j'imagine que Carrefour a dû engager des gens avec des compétences adaptées ou... Alors, ils ont formé des gens. Donc, ils avaient déjà des développeurs en interne et ils ont formé des développeurs qui, eux, ont repris, donc un petit peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure. Concrètement, on a une approche train-de-trainer. C'est-à-dire qu'on prend en main le projet, mais on n'a pas pour volonté de faire tout le projet, on va dire, de manière fermée et de manière unilatérale, et puis de donner la solution finie. C'est-à-dire que nous, on met plutôt l'outil dans les mains des développeurs et on leur montre comment développer leur smart contract, comment le modifier, comment se connecter à la blockchain, comment déployer le réseau, etc. etc. Ouais. Mais pardon, Salvatore, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais pour bien comprendre une fois de plus, si c'est uniquement Carrefour qui décide d'utiliser votre outil, Settlemint, sur une blockchain Ethereum, mais que finalement... tout le processus est géré par Carrefour. Rien n'empêche le patron de Carrefour un matin de se lever et de dire bon, finalement ce qu'il y a sur ma blockchain là ça ne me plaît plus, je vais quand même intervenir, parce qu'à ce moment-là évidemment on peut y a-t-il moyen d'ailleurs pour qu'un chef d'entreprise décide de corrompre cette chaîne de confiance pour des raisons propres qu'on peut imaginer, ou alors est-ce qu'il est vraiment électroniquement ou mathématiquement ou informatiquement contraint par cette blockchain? Alors l'encodage même des données initiales doit être bon, entre guillemets. C'est-à-dire que si on encode des mauvaises données sur la blockchain, ça reste des mauvaises données. Mais par contre, une fois que c'est sur la blockchain, ça ne peut plus être changé. Donc on ne peut pas se lever un jour et se dire je vais modifier ce qui a déjà été encodé, parce que ce n'est simplement pas modifiable sans que ce soit visible par tous. D'où l'intérêt de la blockchain. Parce qu'il est sur la blockchain Ethereum qui est évidemment gérée au niveau mondial et là on peut pas intervenir. Ça aurait été une blockchain privée. Alors là, une blockchain privée, là ça ne dépend que des nœuds que nous on met en place. Donc on peut décider après nous d'intervenir directement sur les nœuds, j'imagine. Oui, par contre, ça rend la chose beaucoup plus compliquée que la modification d'une database classique. La modification d'une database classique, concrètement, vous allez aller modifier ce qui est fait sur la base de données, et voilà. Et disons l'information sera compromise. L'intérêt de la blockchain, c'est que tous les nœuds ont une copie de cette base de données entre guillemets. Et donc, pour modifier, ce qui rend la modification beaucoup plus complexe et on va dire la falsification beaucoup plus complexe, parce que pour modifier ou pour falsifier quelque chose,
faudra faire la modification non pas dans une database, mais dans toutes les databases de tous les nœuds qui sont présents sur la blockchain privée. Ok. Et j'imagine que c'est le début de la transformation des supermarchés. On sait que, par exemple, Amazon travaille sur l'intégration de ses produits dans un métaverse où on sera comme dans un grand supermarché. Est-ce que tu penses que des chaînes comme ça vont suivre le même chemin qu'Amazon avec des expériences immersives dans des métaverses où on pourra choper des produits qui sont traçables à tout instant Comment vois-tu l'avenir de ces grandes industries ? Alors, je pense que Amazon a toujours un petit peu un cran d'avance. Hein, donc, ils sont effectivement déjà dans l'aspect métaverse de la chose. Donc, cette expérience immersive pour faire ses courses. Je pense que dans un premier temps, il y aura effectivement beaucoup plus de traçabilité des produits. Donc, un petit peu comme Carrefour l'a fait. Où on a d'autres exemples hein, avec la bière, notamment avec AB InBev, où on peut voir jusqu'au fermier qui a ramassé le houblon pour notre bière, ce qui est quand même pas mal au niveau, pour imaginer, au niveau bio, au niveau impact écologique, etc. Donc on peut imaginer pas mal de use cases. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup plus de volonté des supermarchés de redonner confiance aux consommateurs en impliquant la blockchain dans la traçabilité de leurs produits. Et je pense qu'à terme, effectivement, peut-être qu'Amazon va leader ce mouvement de métaverse et que d'autres supermarchés vont suivre et on peut voir le métaverse en fait comme une évolution naturelle d'internet et des achats en ligne qui est une notion on va dire 2D à une évolution 3D qui est le métaverse. Donc oui, je pense qu'à terme beaucoup de choses se feront sur des plateformes 3D type métaverse. Ouais. Et justement, moi j'ai une question sur comment tu vois l'avenir et comment ça va impacter le business, enfin les business models. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une accélération là cette année ou depuis le Covid ou pas, ou c'est une évolution normale pour toi? Comment vois-tu les choses et comment vois-tu l'avenir des business? Et surtout, il y a plein de choses à dire. Quel genre de business vont être impactés? Comment? Enfin voilà, tu peux parler pendant des heures, mais comment vois-tu ça? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a déjà une énorme adoption du blockchain qui est en train de prendre. Hein. Donc, petit à petit, on voit de plus en plus de secteurs intéressés, de plus en plus de personnes qui comprennent l'impact de la blockchain sur leurs activités, de plus en plus de personnes qui se forment sur la blockchain, de plus en plus de sociétés qui créent des départements blockchain dédiés. Donc, petit à petit, l'adoption commence à se faire. Hein. Au même titre qu'Internet a mis du temps à être adopté, je pense que la blockchain va mettre aussi du temps, mais va avoir un impact sur... Pour être clair, je pense qu'il y a pas de secteur d'activité qui ne sera pas impacté. Donc je pense que tous les secteurs vont être impactés par la blockchain d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, et que ça va être une révolution au même titre qu'Internet l'a été. Alors Internet c'était une révolution au niveau de l'information, hein, c'est-à-dire que on peut publier de l'information qui est accessible à tous. Je pense que la blockchain sera la même révolution, mais au niveau de la valeur. Donc on va pouvoir créer de la valeur pour tous et transférer cette valeur, que ce soit des données, que ce soit de l'information, que ce soit de la finance, que ce soit voilà, ça dépend un petit peu du business case. Oui, mais ce serait une révolution au niveau de la valeur. Mais puis moi, on dit toujours, Claudia et moi, on dit à tout le monde, ça va aller beaucoup plus vite que l'adoption de l'Internet pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, à l'époque de l'arrivée de l'Internet, les gens n'avaient pas de micro-ordinateur, c'était encore l'adoption de la micro-informatique était faible, donc il fallait que les gens achètent un ordinateur. D'ailleurs, je me souviens de l'époque où les gens disaient, j'ai acheté un ordinateur simplement pour me connecter à Internet. Donc aujourd'hui, ça y est, tout est digitalisé, on a même les smartphones. Et puis à la fin de l'année, on aura les Apple Glass, les lunettes intelligentes qui remplaceront le téléphone, etc. Donc on sera totalement prêt à accepter cette société digitale et le Web 3 dont tu viens de parler. Mais j'aimerais parler aussi d'un use case que vous évoquez sur le site web. C'est quelque chose de plus politique, plus social et politique. C'est l'Indonésie qui sécurise le résultat des élections par la blockchain, évidemment. Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle parce que on sort un peu du business, mais en même temps, ça permet de comprendre beaucoup de choses, de la décision collective, de la gouvernance. À chaque fois dans ce podcast, c'est plus fort que nous. Il faut qu'on parle de DAO, ces organisations décentralisées qui sont adossées à une blockchain pour gérer la gouvernance par des smart contracts, etc. Donc là, vous avez travaillé là-dessus en Indonésie en plus, donc c'est un immense pays avec je crois 100 ou 200 millions d'habitants ou 250, je sais plus. Comment ça s'est passé? Est-ce que toi tu étais sur le cas ou est-ce que tu peux nous parler de ça sur les élections? C'est vraiment intéressant.
Oui, tout à fait. Alors, je pense que je vais peut-être commencer par dire qu'effectivement, ce use case est un use case public. Donc, quand je dis que tout le monde sera impacté d'une manière ou d'une autre par la blockchain, bon, ça peut être, comme on l'a mentionné, avec des use cases privés type Carrefour, l'avion, notre consommation. Mais là, on parle du public. Hein, donc, on parle d'un système de vote. Et donc, concrètement, il faut, pour comprendre le use case, comprendre un petit peu l'Indonésie. Hein. L'Indonésie, c'est un archipel de plein d'îles, hein, de milliers d'îles. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous imaginez bien qu'on organise des élections. Ça veut dire que chaque petite île doit récolter les systèmes de vote. Ensuite, tout doit être ramené à la capitale pour compter ça. Alors, vous imaginez que les votes se perdent, que certains votes sont corrompus, etc., etc. Alors, ce qui a été mis en place pour l'Indonésie, c'est en fait un système blockchain qui valide tous les votes et les enregistre sur la blockchain pour non seulement éviter la corruption, éviter la perte d'informations, mais aussi valider que c'était pas le comptage officiel qui était fait sur la blockchain. Hein, il y a un comptage officiel qui était fait de manière un petit peu plus traditionnelle, mais ça a permis de comparer avec ce qui est enregistré sur la blockchain, si effectivement, on va dire les résultats étaient similaires ou en tout cas faisaient sens. D'où cet impact énorme que ça peut avoir sur. On prend l'exemple d'Indonésie, mais ça peut être. On pourrait imaginer plein de systèmes différents, on va dire de consensus de vote, etc. Dans d'autres écosystèmes ou d'autres cas de figure. Oui, on parlait hier, nous, quand on vivait à Bruxelles, on vivait dans un appartement, dans un immeuble où il y avait 300 appartements. Alors, les syndics, c'était vraiment c'était très compliqué d'aligner tout le monde. C'est peut-être ça la solution aussi pour ce genre de vote, finalement. Tout à fait. C'est effectivement une solution potentielle. Hein. Donc, on revient toujours aux avantages de la blockchain, qui est de supprimer, on va dire, le tiers, l'entité tiers qui doit gérer toutes ces échanges de valeurs ou ces échanges de données. Donc, on pourrait tout à fait imaginer un syndic immobilier basé sur la blockchain avec un système de vote où chaque participant vote, enregistre son vote sur la blockchain, et puis il y a une décision qui est prise avec un certain pourcentage, imaginons 60% des votes positifs, la décision est prise par l'ensemble des propriétaires. Oui, c'est ça, il faut imaginer des droits de vote. Donc aujourd'hui, on a des droits de vote en fonction des quotités, donc en fonction du mètre carré que l'on possède dans un immeuble. Et on pourrait imaginer une distribution de tokens, donc à chaque mètre carré, on reçoit un token. Et le nombre de tokens donne un droit de vote plus ou moins important lors des décisions. Mais en fait, on parle de quoi ? On parle de transparence, parce que tout ça, c'est la transparence au niveau des États. En Indonésie, la transparence du vote. Mais pour les entreprises, c'est une transparence totale aussi des systèmes de production, des process, une transparence de la décision, de la gouvernance aussi. Est-ce que tu peux nous en parler, mais dans le sens cas concret, est-ce qu'un chef d'entreprise, par exemple, ce serait intéressant, t'as dit oui, mais attendez, là c'est génial votre blockchain, mais ça met en cause mon management, peut-être un peu pyramidal, où les décisions se prennent par étapes, de manière un peu verticale. Est-ce que ça remet en cause des process de management aussi ? Je pense que tout à fait. Donc la blockchain est effectivement la transparence ultime, hein, comme je le disais. L'idée, c'est vraiment de donner l'information en toute transparence, qui ne peut pas être falsifiée, et du coup qui permet d'avoir une confiance même entre des personnes qui ne se font pas confiance de base. Ouais. Ça peut effectivement remettre en question pas mal de points de gestion de notre société aujourd'hui, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et effectivement, ça peut amener ça peut amener énormément de changements d'un point de vue managérial au sein des sociétés aussi. Ouais, mais justement, t'as pas eu le cas d'un patron qui t'a dit mais vous vous rendez compte, ça va tout changer dans ma boîte, je suis pas sûr de vouloir finalement. Je suis plus mettre à bord. Ouais. Pour l'instant, pas encore vraiment. Ça peut arriver. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas friand, tout le monde comprend pas encore la technologie. Je pense que quand l'adoption sera massive, sera plus avancée, massive, c'est sûr qu'il risque d'avoir des pushbacks, hein, comme on appelle, des personnes qui ne veulent pas ça dans leur entreprise, au même titre que j'imagine qu'à l'époque il y
il y a aussi des patrons qui disaient je vendrai jamais en ligne. Donc voilà, c'est aussi des changements qui s'opèrent de la société, et puis il faut suivre ou bien décider de rester hors société, quoi. Mais tu as raison, c'est un changement sociétal. On en parlait dans le podcast d'hier avec Rémi Peretz. Il disait, on parlait des assurances avec les NFT. Il disait, mais en fait, il faut pas croire que les consommateurs vont attendre que les entreprises changent. Les consommateurs vont réclamer aux entreprises des changements en disant, nous maintenant, on a l'habitude d'abord de gérer nos cryptos, ou de gérer nos NFT, gérer nos assets digitaux. Donc nous, on vous demande de nous proposer des choses en vue d'authentifier, en fait. D'authentifier ce qu'on achète, et puis on veut des récompenses aussi, on veut être impliqué dans le processus de décision même de votre entreprise, parce que c'est une marque, on y est attaché, etc. Il va y avoir un mouvement des consommateurs, des citoyens vers l'entreprise, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, Salvatore, les NFT dans tout ça, toi, ça se situe où dans votre entreprise? Dans quel cas Alors, nous, on n'est pas globalement axé NFT, je dirais. Encore une fois, nous, on est les briques qui permettent de construire n'importe quel projet blockchain. Les NFT sont un des use cases qu'on a, hein, donc c'est un des use cases d'asset tokenization qu'on a. Par contre, on a effectivement vu la demande élevée, hein, pour suivre un peu ce que vous disiez il y a quelques instants. En gros, les entreprises doivent suivre doivent suivre les demandes des consommateurs. Nous, c'est un petit peu ça aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu énormément de demandes pour des projets NFT. Donc, on s'est dit, si on a tellement de demandes, on va développer une petite offre NFT où globalement, on va proposer, on va dire la machine, hein, donc le back-end derrière qui va minter, donc créer les NFT et les publier sur différentes plateformes. Mais aussi, on a une offre front-end, donc qui est un développement plus classique, on va dire, d'un site web, pour simplifier les choses, on va dire un site web pour publier ces NFT. Voilà, ça c'est notre offre, mais c'est une des catégories de use case qu'on offre. Ah oui, le site web dont tu parles, oui, c'est si on est une place de marché ou si on veut créer sa propre place de marché, si on est une galerie d'art par exemple ou une entreprise, on peut venir chez vous et vous développez assez facilement cette plateforme qui permet de proposer la création de NFT et de les vendre. Tout à fait. Alors les demandes initiales viennent en fait justement de galeries d'art. Les galeries d'art qui cherchent, donc qui entendent beaucoup parler des NFT, mais qui cherchent à se digitaliser, qui ont soit un site web, soit pas du tout de site web, qui ont suite au Covid des complexités, on va dire, à organiser de manière plus classique des expositions, des visites d'endroits avec les différents tableaux, etc. Et donc ils cherchent à se digitaliser et à monétiser différemment, on va dire, leur galerie d'art et leurs peintures ou leurs sculptures, leurs œuvres, voilà, je cherchais le mot, leurs œuvres. Et donc, on a des exemples très concrets de galeries d'art qui ont mis en ligne soit une fraction, soit la totalité de l'œuvre d'art, qui les ont digitalisées, qui ont créé des NFT avec cette œuvre-là, et simplement qui ont vendu ces œuvres-là, ce qui amène en fait l'œuvre et la peinture de manière digitale dans un monde digital avec un NFT d'affaires. Ouais. Mais justement, je voudrais juste faire un petit retour en arrière quand tu disais que tu pensais que tous les business allaient être impactés. Moi, je me mets toujours à la place de l'auditeur dans sa voiture qui se dit ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'en fait, moi, je sais pas. Je suis directeur marketing chez DHL. Je sais pas, je vois pas très bien comment je suis concernée par ça. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets de métiers, de business qui vont être impactés? On sait que c'est lié à l'authentification, à la certification, à la traçabilité, mais quand on dit ça aux gens, ça reste très abstrait. Donc peut-être que tu as des exemples concrets pour que les gens puissent s'identifier à ça. Tout à fait. Déjà, je vais prendre des exemples très concrets sur l'aspect public. Hein. On peut imaginer toutes les données d'une personne, d'un individu qui sont enregistrées sur la blockchain, hein, donc encore une fois des données qui ne peuvent pas être falsifiées. Donc on pourrait imaginer l'État, et d'ailleurs c'est le cas, hein, il y a des smart cities qui se mettent en place, donc c'est-à-dire des villes qui se digitalisent et utilisent la blockchain comme moyen innovant pour enregistrer les données des citoyens. On pourrait imaginer aussi, comme on l'a déjà mentionné, un système de vote. Hein, donc quand on va voter, que ce soit basé sur la blockchain. Alors peut-être que le citoyen lambda ne verra pas que c'est la blockchain, mais il est quand même impacté par cette manière de prendre des décisions.
Dans la vie privée, je pense qu'on a donné déjà quelques use cases avec la traçabilité de produits. Si on prend un directeur marketing, alors pour entrer là-dedans, on pourrait imaginer tout un système. Il y a plein de possibilités en fait pour un directeur marketing. Alors si le directeur marketing m'écoute, ça c'est pour toi. Et ils sont là, ils t'écoutent, Salvatore. Donc on pourrait imaginer un ensemble de voilà. Je vais prendre un exemple concret. Je suis un vendeur de montres de luxe. Je vais créer des NFT de mes montres de luxe avec différents attributs, différentes couleurs, différents bracelets, etc. Et je vais organiser des ventes exclusives pour ma nouvelle vente que je viens de réaliser. Pour avoir accès à cette vente exclusive, il faut être propriétaire d'un NFT. Seulement les personnes qui ont cet NFT peuvent avoir accès à des ventes exclusives. Uniquement les personnes qui ont cet NFT ont accès à des promotions. Uniquement les personnes qui ont cet NFT vont pouvoir par la suite faire partie d'un écosystème et avoir les tips sur les nouvelles montres qui vont arriver. Donc voilà, il y a vraiment en fait, faut retenir dans l'utilisation d'NFT pour un directeur marketing la construction d'une communauté, d'un écosystème qu'on va pouvoir monétiser ou utiliser de plein de manières différentes. Pour vous donner d'autres exemples concrets, on pourrait imaginer aussi, par exemple, un vendeur de boissons qui vous envoie, parce que vous avez un NFT, il vous envoie la nouvelle boisson à goûter en avant-première parce que vous êtes le détenteur d'un NFT. Voilà, ça c'est quelques exemples très concrets pour un directeur marketing d'utilisation d'NFT ou de création de stratégie marketing en utilisant des NFT. Ah, tu sais, moi je viens du monde du business et du marketing et j'ai envie de rire quand je t'entends parce que ça me replonge dans les années 70, 70 pour les Français qui nous écoutent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Belgique Loisirs, cette chaîne c'était des librairies en fait, cette chaîne de bouquinerie où tu recevais donc le catalogue et avec plein de super promotions. Et tu n'avais droit à ces promotions que si tu étais membre. Et donc, si tu n'étais pas membre, tu rentrais dans cette boutique et tu voyais les prix publics et les prix membres. Et ça rendait les gens dingues parce que tout le monde voulait être membre, en fait. Et donc, tu achetais un livre, tu en recevais 3, parfois même 4 ou 5. Et on se demandait comment ça pouvait fonctionner. Mais donc, il y avait ce côté, je veux en être, je veux être membre, je veux être dans la communauté, mais je ne peux l'être que si j'entre dedans physiquement avec un call to action et que je dis je veux être membre. Et donc finalement, c'est le Belgique Loisir, le NFT, c'est le Belgique Loisir digitalisé. Et donc, c'est relié à l'expérience client qui veut avoir de l'expérience et de l'émotion quand il s'implique dans une marque, quand il achète une marque en fait. Et moi je rebondis aussi sur ce que tu dis parce que j'entends parler de ça, c'est-à-dire j'entends parler du NFT qui va se fondre complètement dans les stratégies techniques et les stratégies marketing. C'est-à-dire qu'on ne dira plus aux gens vous êtes possesseur ou il faudra un NFT, etc. Le mot va disparaître en fait. Il faudra dire aux gens cliquez là et recevez un bon quoi, ou recevez un jeton. Je ne sais pas comment ça va s'appeler d'ailleurs, mais à mon avis le mot NFT on pourrait parier là-dessus, mais pas sûr qu'il perdure. Le concept va évidemment se développer formidablement. Mais le mot, je suis pas sûr. Et tu parlais du vote électronique. Moi, je crois beaucoup à l'avènement du vote électronique via la blockchain. Mais on dira aux gens, maintenant, vous pouvez voter de chez vous, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est pas accepté parce que le vote par email, c'est complètement piratable. Non, puis il faut qu'on soit sûr que ça soit toi, si tu achètes toi. Et voilà, il faut être authentifié, identifié. Il faut que ce soit ultra sécurisé. Aujourd'hui, l'internet ne le permet pas. C'est pour ça qu'on peut pas voter par internet, en fait. Non, mais tu pourrais voter plus tard via ton wallet, peut-être. On pourrait voter via le wallet, qui garantit qu'on a un token d'identification finalement. Mais donc les gens, puis le wallet va être intégré au navigateur. Enfin déjà, quand on a un MetaMask, on voit bien qu'il est en extension Chrome. Et puis très vite, le wallet sera complètement dans le navigateur. Peut-être même qu'on le verra pas. Et donc, on dira aux gens, vous votez électroniquement, c'est tout. On dira pas aux gens, vous votez sur la blockchain, finalement. Ouais. Mais moi, ce que j'ai envie de dire aux auditeurs, je ne sais pas si tu vas t'aligner à moi, Salvatore, j'espère que oui, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de mots techniques, il y a une espèce de jargon comme ça qui est un peu excluant. Mais c'est parce que aujourd'hui on est dans l'évolution, dans la naissance des choses. Mais demain, enfin très vite, ça sera comme le web. On s'en foutra de savoir comment ça fonctionne. On s'en foutra
de savoir comment on fait les choses, on les fera tout simplement et ça sera intégré dans la vie de tous les jours de façon très fluide et très native, finalement, très intégrée. Donc, moi, j'ai envie de dire aux gens, mais stressez pas, quoi. Les choses sont en train de se mettre en place. Et d'ailleurs, Settlemint, c'est la meilleure preuve. Je trouve que c'est une illustration très forte que les choses sont en train de changer et de se simplifier et l'usage devient beaucoup plus fluide. Là, on est en train de parler de blockchain et on fait une image avec des blocs Lego. Je pense qu'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, on n'aurait pas parlé de blocs, on n'aurait pas pu imaginer ça. Donc, les usages vont être beaucoup plus faciles dans quelques années et donc, on va aller vers une adoption massive. Et je rebondis parce que je vais te poser une question. Il n'y a jamais eu autant besoin de compétences et de toutes sortes de compétences, pas que des développeurs ou des financiers pour travailler dans le monde de la crypto. Et donc, par exemple, une boîte comme vous, est-ce que vous avez besoin de ressources? Quel genre de profil est-ce que vous cherchez? Parce que moi, je suis confrontée tous les jours à des gens qui me disent « T'as suivi une formation blockchain? Oh là là, mais ça doit être compliqué, tu fais du code. » Non, absolument pas, moi je suis marketeuse. Et donc, les gens ne comprennent pas qu'en fait, il y a besoin de RH, d'avocats, de commerciaux, en fait, de tous les profils sur lesquels on met un calque compétences blockchain. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait chez Settlemint pour évoluer? Alors, on va dire, on a un problème de luxe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes. On a beaucoup de business qui commencent à comprendre, si pas ce que la blockchain peut faire pour eux, comprennent en voyant nos use cases, ça leur parle. Donc, Ouais. si je prends l'exemple de Carrefour avec la viande, un autre business va très vite comprendre, moi j'ai la même chose avec mes téléphones ou avec n'importe quel produit. Et donc, c'est très parlant comme exemple. Et c'est justement ce qu'on veut faire. Donc, pour répondre à ton point sur c'est complexe, je comprends pas trop. Moi, je dirais à ces personnes-là, venez chez nous. Notre métier, c'est justement de designer des use cases, de vous expliquer comment est-ce que la blockchain peut vous aider dans vos opérations. Donc, nous, on vulgarise, on va dire, la blockchain, et puis on va jouer comme acteur, on va dire, technique, qui va s'occuper, comme tu disais très bien, on s'en fout de comment ça fonctionne. Ce qu'on veut voir, c'est que ça fonctionne. Nous, on s'occupe de comment ça fonctionne. Et vous allez juste voir le rendu et on va dire le front-end qui va faire que ça fonctionne. Donc voilà, ça c'est vraiment notre métier. Alors pour répondre à ton point sur qu'est-ce qui se passe pour l'instant chez Settlemint, donc comme je disais, on a un problème de luxe, on a plus de demandes, on a beaucoup de demandes, donc on a un problème de ressources simplement. Des ressources qui sont évidemment des développeurs, on en a besoin pour développer et le produit, mais pour aussi développer des cas concrets clients. Mais on a aussi besoin de commerciaux, donc pour vendre la solution et pour concrètement faire ce que je fais, c'est-à-dire expliquer à des clients comment est-ce que la blockchain peut leur bénéficier et comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser. On a aussi besoin de personnes marketing qui vont mettre en avant le produit, etc. Mais on a effectivement besoin de personnes qui peuvent vulgariser la blockchain d'une manière générale. Voilà, ça c'est un petit peu la situation de la société aujourd'hui. Et alors je place un petit mot aussi pour nourrir cette croissance et ce besoin en ressources. On est dans un process de levée de fonds, de série A, où on cherche des investisseurs potentiels pour faire grandir la société. Okay. Voilà, l'appel est lancé. Et je pense qu'il y aura du retour. C'est très intéressant que tu cherches des profils qui puissent vulgariser, qui puissent expliquer simplement des mécaniques complexes, en tout cas une technologie qui est pas forcément complexe dans son développement, mais qui fait appel à de la recherche fondamentale. Donc on sait que la blockchain, ça a nécessité 40 ans de recherche-développement, 40 ans de recherche fondamentale qui ont été associés dans cette technologie. Donc la technologie est très puissante, mais tu as raison, elle peut s'expliquer assez simplement, elle peut s'appliquer simplement. Encore faut-il être à l'écoute et encore faut-il être bienveillant, en tout cas avoir envie de comprendre tout simplement. Ouais, c'est très intéressant aussi. Est-ce que vous formez les gens quand ils arrivent chez vous ou en général ils arrivent avec des compétences blockchain? Parce que j'imagine que... ça dépend des profils. Ouais, ça dépend vraiment des profils. Mais il y a de toute façon une formation sur la base, les bases blockchain, je veux dire les termes de base. Puis il y a une formation sur l'outil à proprement parler. Mais par exemple pour les développeurs, bien que en fait on pourrait avoir des développeurs qui veulent se former sur la blockchain. Donc oui, en fait pour répondre simplement, oui on forme les gens et en tout cas on les aide à se former sur la blockchain.
Ok. Bon, à bon entendeur. Hein. Parce que c'est vrai que nous, on a été formés chez Alira Paris, qui sont des formations très, très intenses, sur 15 semaines, 15 heures par semaine, on peut le dire, qui sont pas gratuites. Assez coûteuses. Elles sont assez coûteuses. Donc, il y a le coût financier, il y a le coût énergie, parce que c'est, quand on vient du marketing ou du domaine de l'art et qu'on se met à la blockchain ou à la DeFi, ça se fait pas tout de suite. Et donc, et c'est donné aussi par des développeurs, et donc avec un discours parfois un peu difficile à entendre, parce que justement, pour des gens comme nous, ils font pas le lien avec le business. Et donc effectivement, la vulgarisation et de l'évangélisation, il va vraiment y en avoir besoin dans les prochains mois et prochaines années, pour que les gens comprennent l'intérêt de cette technologie. Donc c'était super intéressant. Alors nous, on a besoin de savoir pour les auditeurs, donc si on veut prendre contact avec toi, on te trouve où, comment on mettra évidemment tous les détails en description, mais j'imagine qu'on te trouve sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn aussi, hein. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs manières de me ou nous contacter. La première manière, la plus simple, c'est d'aller sur le site www.settlemint.com et de remplir un contact form. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est me joindre directement salvatore@settlemint.com ou bien de trouver mon profil LinkedIn et de m'envoyer un petit message en disant que j'ai écouté le podcast et je suis intéressé, ou j'ai envie d'aller plus loin dans cet aspect de vulgarisation ou bien de compréhension de comment est-ce que la blockchain peut impacter mon business d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et on sera un plaisir de vous répondre. Ok, donc ça c'est bien noté. Et puis on peut préciser à tout le monde que ça ne s'adresse pas qu'aux grands groupes qui possèdent avec 15 000 salariés. Si on est une petite entreprise, même une TPE, on peut s'adresser aussi à ton entreprise. J'imagine que vous les accueillez de la même façon et que les problématiques restent toujours intéressantes de toute façon. Donc encore une fois, merci Salvatore, sauf si tu veux ajouter un dernier mot peut-être. Oui, je voulais juste dire par rapport à cette notion de TPE, on a justement un pricing, je veux dire, qui est évolutif. Donc, il y a moyen de commencer assez rapidement et de bénéficier de la blockchain et puis d'évoluer petit à petit avec le besoin. Donc effectivement, ça permet d'avoir une entrée qui est relativement basse. Donc voilà, je dirais. N'hésitez pas à nous contacter, on est toujours là pour encore une fois comprendre comment la blockchain peut impacter votre business positivement et on attend votre contact. Voilà, super. Alors nous, à la fin de chaque podcast, on aime bien partager avec les auditeurs des podcasts qu'on aime bien et qu'on écoute. Et comme tu as parlé de levée de fonds, moi j'ai envie de conseiller le podcast La Martingale. Salvatore, je t'invite à les écouter, c'est passionnant. Et ça parle justement de comment bien investir son argent dans les entreprises, dans l'or, dans le bitcoin, enfin dans tout ce qu'on veut, mais en tout cas faire fructifier son argent. C'est très, très, très riche, très, très dense. C'est des longs podcasts. Donc moi je les écoute souvent, plusieurs fois, quand je vais promener le chien. Et ce sont des podcasts qui sont animé par Mathieu Stéphanie. Il en anime d'ailleurs un autre qui est aussi très très chouette, très très long, très très chouette, c'est les podcasts Génération Do It Yourself. Donc voilà, je vous invite vraiment à les écouter. Et surtout, donc n'hésitez pas, nous aussi, à liker notre podcast, à mettre quelques étoiles ou un gentil commentaire, en tout cas nous encourager à continuer, parce qu'on adore faire ça, c'est du temps et on adore aussi avoir du retour, des commentaires. Oui, et puis pas que ça, c'est que les gens doivent comprendre que malheureusement, on tombe sous la loi des algorithmes, et donc si vous ne mettez pas d'avis et pas d'étoiles, l'algorithme ne nous repère pas, donc on a besoin de collaboration et de soutien, donc voilà, on compte sur vous. On vous embrasse et on espère que ça vous a plu. Et merci encore Salvatore. Salut. À bientôt, bonne journée. Merci à vous. Au revoir.